Et c'est l'intérêt. Je pense que c'est aussi ça la manière dont je l'ai un peu conçu. Je vous montrerai pas mal de choses, de données un peu qu'on a fait sur Trousseau. C'est vrai que c'est une littérature très exhaustive, en particulier en chirurgie cardiaque. Donc on ne peut pas tout balayer, mais on va essayer peut-être de voir quelques grands concepts, essayer de raisonner sur un peu de physiopathologie et sur les techniques de monitorage. Quelques notions de physiopathologie qu'on connaît tous, mais qui permettent un peu de comprendre ce qu'on peut monitorer et surtout à quoi s'attendre et comment interpréter tout ça. Une notion intéressante, c'est la consommation d'oxygène par le cerveau, qu'on a du mal à mesurer en clinique, pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas le débit sanguin cérébral qu'on peut mesurer au lit du malade, mais qu'on peut éventuellement interpréter grâce à la saturation veineuse centrale en oxygène. L'intérêt surtout de cette notion, c'est de mettre en perspective la consommation d'oxygène et le débit sanguin cérébral. C'est ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire. C'est une notion qui ne parle pas forcément comme ça au lit du malade, mais finalement qui est importante parce que c'est chez les patients qui ont des pathologies neurologiques au départ ou qui vont avoir des conséquences de l'ECMO, on s'aperçoit que par les examens qu'on fait, il y a un découplage de cette fonction neurométabolique ou de cette autorégulation cérébrale. Le débit sanguin cérébral, c'est probablement ce qu'il faudrait dans l'absolu, dans l'avenir, pouvoir monitorer. Il y a certains appareils d'écho maintenant assez modernes qui arrivent à mesurer assez fiablement les diamètres des artères et qui permettent de monitorer le débit sanguin cérébral. C'est ça qu'il faudrait. On est plutôt sur des méthodes indirectes aujourd'hui pour calculer ce débit sanguin cérébral ou l'évaluer. On va voir surtout l'intérêt du Doppler transcrânien. Mais c'est important de savoir que ce débit, il varie en fonction des conditions du patient, un peu comme le débit cardiaque. Donc en fonction des situations de stress, en fonction des situations d'hypothermie, d'asphyxie périnatale, le débit est variable. Et donc c'est d'autant plus compliqué de se dire c'est quoi le bon débit sanguin cérébral pour mon patient, pour ne pas le mettre dans une situation d'hypoxie ou de bas débit. L'autorégulation cérébrale, on en a un peu parlé, ça aussi c'est un concept important, parce que la plupart de ces malades qui sont en ECMO, ils ont eu un état de choc, donc ils ont une dysfonction périphérique, vasculaire. Ils ont eu une hypoxie sévère, donc ils ont eu une hypoxémie cérébrale probable, et donc ils ont une autorégulation qui, la plupart du temps, est un peu défaillante. Et donc, les mécanismes de protection normaux qui vont faire que on va limiter les poussées d'hypertension, limiter le risque d'hémorragie cérébrale, ou à l'inverse, limiter les situations d'ischémie, vont être décompensés. Et on peut se retrouver le plus souvent avec des situations qui sont qu'on ne sait pas où mon patient se situe sur une courbe d'autorégulation. Si mon autorégulation est déficiente et que j'ai un hyperdébit, une hyperpression cérébrale, je vais avoir une hyperémie. Et cette hyperémie, elle est délétère. On parle trop souvent, à juste titre, de l'ischémie cérébrale, mais l'hyperémie est probablement aussi délétère que l'ischémie cérébrale. Ça a été montré dans des modèles animaux, c'est très bien montré dans l'ischémie cérébrale de l'adulte, avec des phénomènes délétères de reperfusion. Et donc, ça fait partie de ce qu'il faut aussi surveiller. À l'inverse, quand on a un bas débit systémique et qu'on a une autorégulation cérébrale défaillante, là aussi, on va avoir plus de facilité à faire un AVC, alors que finalement les pressions qu'on regarde, les pressions artérielles, etc., vont nous sembler normales. Et au final, l'autre concept important, c'est cette vasoréactivité cérébrale, celle qui va permettre aux vaisseaux cérébraux de se protéger contre tous ces accidents systémiques. S'il y a un élément que je retiens et qui est très important, c'est la variation de la vasoréactivité par la PaCO2. Ou la PVCO2, le plus souvent on mesure la pression artérielle. C'est un élément fondamental parce qu'elle impacte énormément sur la circulation cérébrale. Et on fait parfois trop souvent des analyses sur des Doppler transcrâniens en disant là il y a une hyperémie, ou à l'inverse il y a une ischémie, il y a un œdème cérébral, il faut lui faire du mannitol. En fait le patient il a une PaCO2 qui est complètement effondrée, et de normaliser cette PaCO2, on va normaliser les Doppler transcrâniens. Donc je pense qu'il y a un élément à retenir, c'est que si on fait du Doppler transcrânien ou si on fait du NIRS, parce que vous l'avez peut-être remarqué aussi, quand on a une hypocapnie, on a un effondrement des valeurs de NIRS. Mais il y a plein d'autres médiateurs qui influent sur cette perfusion cérébrale, en plus du débit d'assistance. Donc c'est très compliqué de savoir quels sont les éléments qui impactent et de se débrouiller au lit du malade pour savoir quelle est la bonne attitude thérapeutique.
Alors si on revient au neuromonitoring, qui était le sujet, à quoi ça sert? On peut dire que ça sert à dépister précocement ou à éviter la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, hémorragiques, éventuellement dépister des convulsions, un engagement cérébral, une mort encéphalique. On peut aussi évaluer la sédation si on a des moniteurs comme le G, comme le BIS. On va sûrement beaucoup le concevoir comme tous les outils qu'on va pouvoir avoir pour essayer de prévenir en fait tous les accidents graves qui peuvent arriver sous ECMO. Alors voilà la liste un petit peu variable, de ce que, exhaustive peut-être ou pas, parce qu'il y a peut-être il y a sûrement des techniques beaucoup plus modernes encore, de ce qu'on a de disponible au lit du malade. Je ne vais pas faire la littérature de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais surtout me concentrer sur la NIRS et le Doppler transcranien. Mais effectivement, ce n'est pas les seuls outils intéressants. L'électroencéphalogramme, on a parlé de l'EEG d'amplitude, mais l'électroencéphalogramme est un élément tout à fait indispensable et fondamental, parce que c'est peut-être le seul dans tous ceux qu'on utilise qui a une vision fonctionnelle du neurone, et que la perfusion, c'est bien, mais si on ne sait pas comment se comporte le cerveau, fonctionnellement, c'est un peu limitant pour l'interprétation. On a évidemment les examens d'imagerie qu'on va pouvoir faire au lit du malade. Chez le tout petit, on peut lui faire une échographie transfontanellaire, surtout des imageries qu'on fera à la sortie de l'ECMO, que ce soit pour l'IRM. Le scanner, c'est faisable dans des conditions qui sont difficiles. Mais ce qui est aussi important, c'est de concevoir que le cerveau est en relation avec le système hémodynamique central. Et que d'imaginer la prévention d'accidents vasculaires sans avoir une évaluation hémodynamique systémique, je pense que c'est impossible. Donc il faut garder à l'esprit que l'évaluation hémodynamique centrale, elle est indispensable pour comprendre ce qui se passe et pour essayer d'intervenir au mieux. Parce qu'effectivement, sinon vous avez votre NIRS qui chute, mais ça veut dire quoi? Est-ce que mon patient il est hypoxique? Est-ce que c'est ma CEC qui dysfonctionne? Est-ce que c'est mon patient qui est en choc et il faut que je remplisse? Donc c'est tout à fait fondamental. Et puis finalement, inclure aussi peut-être le côté qui est, pour l'instant, c'est encore du domaine de la recherche, l'intégration des différents organes entre eux. Peut-être qu'il y a d'autres organes qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors la multimodalité, c'est peut-être finalement, la dernière slide, ça aurait pu être celle-là. La multimodalité, c'est probablement ce qu'il faut faire, parce qu'un outil n'est jamais suffisant, que chaque outil évalue une partie du problème, et qu'en ayant plus d'outils, ça nous permet d'intégrer les choses et de savoir quelle est la meilleure attitude. Alors dans la littérature, il y a une étude assez récente qui a fait regarder ce que les gens utilisaient comme neuromonitoring. On n'est pas surpris de voir qu'en premier lieu, c'est la neuroimagerie, beaucoup d'électroencéphalographie, et puis finalement, pas tant que ça, le Doppler transcranien ou les EEG d'amplitude. Donc il y a quand même beaucoup de techniques utilisées et il n'y a pas de consensus dans les centres sur les méthodes de surveillance. Alors je vais vous parler de la NIRS, qui est probablement ce que vous utilisez, ce qu'on utilise le plus au lit du malade pour essayer d'évaluer la perfusion cérébrale. C'est un outil intéressant par le côté non invasif, par le côté assez accessible d'une valeur qu'on peut comprendre assez facilement, qui s'apparenterait à une saturation veineuse centrale et qu'on peut interpréter assez facilement. Il y a des limites quand même à cette interprétation, en particulier des limites techniques. On a vu qu'effectivement, ça n'intègre pas tout le cerveau, ça intègre une partie du cerveau. Et puis, il y a beaucoup d'artefacts. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais quand il y a le monitorage EEG, qu'il y a la patte EEG, qu'il y a le Doppler transcranien avec le gel, on peut être amené à avoir aussi des valeurs qui sont parfois variables. Donc, il ne faut pas hésiter, à mon sens, à changer les électrodes, nettoyer la peau du patient. Et puis, l'œdème cérébral qui s'accumule chez les patients au bout de plusieurs jours parce qu'ils sont en surcharge, là aussi est un élément qui fausse la mesure. Alors c'est une intégration, hein, cette NIRS, c'est une espèce de moyenne en fait entre une saturation artérielle cérébrale et la saturation veineuse en oxygène. Il y a quand même pas mal de données dans la littérature en chirurgie cardiaque sur quelle est la valeur moyenne. Et dans la plupart des papiers, chez un patient sain, au départ, on va être plutôt sur une valeur entre 65 et 70. Mais on voit aussi que la limite, c'est que nos patients qui arrivent en réanimation
avant la mise en place d'une ECMO, ils sont pas sains. Donc ils n'ont pas une valeur de référence qui est la leur, qui est 70. Ils sont peut-être très hypoxiques, ils sont peut-être en choc, et donc c'est compliqué d'avoir la valeur de référence du patient avant. Alors c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les éléments de perfusion et les éléments d'oxygénation. Et c'est un peu ça la difficulté de cette mesure, c'est que les deux impactent. La perfusion impacte, l'hypoxie impacte, et donc on va avoir besoin du contexte clinique de l'enfant pour essayer de savoir ce qui se passe. Et que quand on a une désaturation cérébrale, il va falloir essayer de comprendre quels sont les éléments qui ont perturbé ça. Est-ce que c'est un problème d'oxygénation? Est-ce que c'est un problème de PCO2? Est-ce que c'est une hémorragie? Est-ce que c'est des modifications de perfusion? L'élément qui est assez bien décrit, c'est la corrélation entre la saturation la valeur de la NIRS et la saturation veineuse jugulaire centrale. Il y a plusieurs papiers, mais je vous présente celui-là qui a été fait sur une série de patients de chirurgie cardiaque. Et ils ont effectivement montré que la valeur était relativement bien corrélée à la mesure de la saturation régionale cérébrale. Donc c'est un premier intérêt. On avait vu que la consommation en oxygène, ça nous intéresse de savoir dans quelle mesure elle varie. Et donc cette mesure de la saturation cérébrale est assez fiable. Ce qui est aussi important, c'est la cinétique d'évolution de cette valeur. À un moment donné, c'est un peu comme toutes les valeurs hémodynamiques, le patient il a une valeur qui est sa propre référence, mais comment il évolue dans le temps. Et on voit qu'au cours d'une chirurgie cardiaque, mais c'est aussi vrai pour un patient sous ECMO, il va y avoir des phases, des diminutions, des hyperémies. Et c'est compliqué aujourd'hui de savoir l'impact d'une désaturation ou d'un phénomène hyperémique à un moment donné sur le pronostic neurologique. On a plutôt une sommation de ce qui se passe sur une certaine période. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens qu'en dessous d'une valeur de 50%, probablement quand même qu'on met franchement en jeu le pronostic neurologique. Donc il faut interpréter ça et essayer de savoir quelle est la meilleure stratégie pour agir. Alors il y a un algorithme qui est dans la littérature, je n'ai pas mis la référence, mais je pense que c'est à peu près ce qu'on utilise tous. Il est très bien fait et ça donne au moins un guide pour savoir quoi faire. Première attitude, quand on a une valeur de NIRS qui va baisser, c'est de se dire est-ce que c'est unilatéral ou bilatéral. Si c'est unilatéral, je vais essayer déjà de savoir est-ce que c'est un problème de positionnement de mon patient, d'essayer de voir si en remettant la tête droite, j'améliore le niveau, parce que peut-être que j'ai comprimé la jugulaire du côté gauche, et donc je peux restaurer assez facilement la valeur. L'autre élément qui va s'en suivre, c'est est-ce que mon patient a fait un accident vasculaire cérébral, parce que c'est très anormal d'avoir une désaturation unilatérale. Mais le plus souvent, quand même, c'est pas ça qu'on observe. Ça peut arriver d'avoir ponctuellement mais ce qu'on observe le plus souvent, c'est une désaturation globale. Finalement, un peu, même quand on a un accident qui est unilatéral, les désaturations, elles sont un peu des deux côtés, probablement parce que la circulation cérébrale est complexe et que les deux impactent. Et donc, il va falloir avoir un algorithme comme ça, un peu systématique, de dire est-ce que j'ai des modifications systémiques? Est-ce que j'ai un patient qui a des signes de choc? Je pense que là, il est important, si j'ai mon patient qui désature, de faire une échographie cardiaque, de poser la question du remplissage vasculaire, voir la question des vasopresseurs. Est-ce que j'ai une modification de ma ventilation? Le patient, il est complètement bouché, ma sonde ne passe plus, donc j'ai perdu une part de l'oxygénation. Donc la saturation artérielle va nous guider, si elle a baissé ou si elle reste normale. La PaCO2 aussi, l'hémoglobine, un peu l'algorithme qu'on a quand on a un état de choc finalement et qu'on va essayer de screener tous les éléments pour avancer. Alors sous ECMO, il y a des données dans la littérature, elles sont moins nombreuses que chez les patients sans ECMO, mais il y en a quand même beaucoup. Globalement, on a montré aussi que c'était à peu près là aussi corrélé à des paramètres d'oxygénation centrale, et surtout dans ce papier-là, ils avaient montré la cinétique, sur une petite cohorte de patients, la cinétique d'évolution de la NIRS au cours de la mise en place de l'ECMO. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, quand on met en place l'ECMO, on a quand même assez rapidement des modifications de la valeur de la perfusion cérébrale dans les minutes qui suivent, qui peuvent être soit dans le sens d'une désaturation, soit parfois dans le sens d'une hyperémie.
Et que quand on regarde la cinétique de certains patients, bah, c'est très variable. Hein. On peut avoir des patients pour lesquels la désaturation elle est ponctuelle, d'autres pour lesquels elle va être récurrente, d'autres pour lesquels il va y avoir une phase d'hyperémie. Donc en termes de répercussions pronostiques, c'est vrai que c'est compliqué de faire le tri. Alors on avait essayé dans le service de travailler un peu sur la NIRS chez nos patients sous ECMO, et la première question qu'on s'était posée avant de faire une étude sur plusieurs enfants, c'est de se dire bon, finalement la NIRS c'est bien, mais la localisation de la NIRS en frontale ne nous plaisait pas trop. Pourquoi ? Parce que le territoire qui est analysé, c'est le territoire frontal. Alors, on sait que chez le nouveau-né, par exemple, le cerveau frontal pas encore très très développé, que la plupart des accidents vasculaires, ils ont plutôt lieu dans le territoire sylvien. Donc, on faisait parler, on voulait que la NIRS prédise quelque chose, mais on ne parlait pas de la même chose et dans les mêmes régions. Donc, on a essayé de voir s'il y avait une corrélation si on mettait le capteur en fronto-pariétal plutôt en temporopariétal, pardon, plutôt qu'en frontal. Donc, on a fait une étude observationnelle chez 11 nouveau-nés, qui étaient des nouveau-nés qui n'avaient pas d'assistance, qui avaient des détresses respiratoires modérées. La plupart étaient des patients qui avaient des malformations digestives et donc qui étaient sortis du bloc. Ils n'avaient pas tous des ventilations mécaniques non plus. Et on avait exclu tous les patients qui avaient soit des chocs, soit une asphyxie périnatale, soit des facteurs confondants qui pouvaient impacter directement sur la perfusion cérébrale. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, il y a effectivement une différence de quelques points entre la mesure de la saturation frontale et de la mesure temporopariétale, mais que finalement, ce n'est pas significatif, ce n'était pas très différent. Et que quand on prenait ces patients-là et qu'on augmentait la FiO2 sur quelques minutes, on avait un impact sur la saturation tissulaire, elle augmentait, mais qu'elle augmentait dans la même proportion, et que là aussi, il n'y avait pas de différence en termes de valeur sur les deux territoires. Et donc on s'est dit, finalement, probablement qu'on peut utiliser le capteur dans une région qui n'est pas celle qu'on utilise d'habitude, et qui aura sûrement plus de valeur si jamais on voit des choses. Donc après, on a fait une étude de faisabilité pour essayer de comparer chez certains patients qui avaient une ECMO. Là encore, des petits nouveau-nés, inhalation méconiale, enfin voilà, des patients qui là étaient plus graves parce qu'ils avaient des vasopresseurs, ils avaient des dysfonctions respiratoires. Et ce qu'on a observé, c'est déjà que, effectivement, dès le départ, dès la mise en place de l'ECMO, la valeur de référence, la valeur de base, elle n'est pas du tout celle qu'on a chez un nouveau-né sain. On avait des valeurs plus basses. On voyait que par rapport au groupe qu'on avait contrôlé avant, c'était significativement plus bas. Donc finalement, les patients sous ECMO, au départ, ils ont une situation de perfusion cérébrale qui est un peu différente. Et on avait regardé sur cette toute petite cohorte de patients sous ECMO, les 11, s'il y avait des différences, hémisphère droit, hémisphère gauche, en fonction de cérébrolésé par cérébrolésé. Alors le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de patients, donc c'était un peu compliqué, mais globalement, on ne voyait pas de différence, mais on avait peut-être des petites choses qui semblaient ici montrer que pour les non cérébrolésés, peut-être du côté valeur de l'hémisphère droit, ça pouvait être un petit peu plus élevé, mais encore une fois, les écarts types étaient trop importants. Donc on a essayé de faire une étude avec un peu plus de patients et on a inclus sur 235 patients cette fois. Donc l'objectif c'était de comparer la mesure de la saturation tissulaire droite et gauche chez les patients sous ECMO et de corréler ça au pronostic neurologique. Donc la survie globale sur ces 18 mois, donc c'était 50% à peu près les données qu'on a montrées ce matin. Que les patients qui avaient des accidents vasculaires cérébraux, c'était tous des accidents ischémiques, majoritairement dans le territoire gauche, mais avec une forte proportion quand même de patients qui avaient des lésions bilatérales, 30%. La qualité n'est pas terrible. Quand on a regardé donc, dans cette cohorte, qu'on a comparé les survivants et les non-survivants, dans les critères qui sortaient significativement différents, il y avait des choses intéressantes, et étonnantes d'ailleurs même. Dans cette cohorte, l'index d'oxygénation n'était pas corrélé à la gravité et à la survie. Un peu étonnant que les patients qui survivent étaient ceux qui avaient des index d'oxygénation les plus sévères. Peut-être que l'hypothèse, c'est qu'il y a eu certains prélèvements sanguins étiquetés gaz du sang artériel au départ, qui étaient peut-être des gaz du sang veineux, parce que quand ils sont très très hypoxiques, c'est pas toujours facile de faire la différence sur les gaz.
qu'il y avait une différence sur la PaCO2, et ça c'était plus intéressant, parce que comme on l'a montré, effectivement, la PaCO2, elle influe sur la perfusion cérébrale, et que ceux qui étaient survivants, bah, ils avaient des niveaux de PaCO2 qui étaient un peu plus élevés. Peut-être qu'on avait été un petit peu plus tolérant sur le CO2. Et puis, l'ECMO véno-artériel, là encore, ici, sortait avec un impact chez les patients qui n'avaient pas survécu. Alors, quand on a regardé les valeurs de la saturation tissulaire chez les survivants et les non-survivants, bah, on a observé des choses très significatives. Donc, le monitorage était fait au cours de l'ECMO, jusqu'à toute la période d'ECMO. Bon, et on a observé qu'effectivement, ceux qui ne survivaient pas avaient une valeur moyenne beaucoup plus basse, moins de 60%, avec aussi des... Oups, ah oui, voilà, je vais trop vite. Avec aussi voilà, des valeurs de temps de désaturation, ça c'était intéressant. Le nombre de minutes passées en dessous de 50% ou avec un taux de désaturation de plus de 20%, qui était supérieur, mais qui se comptait en quelques minutes sur des enregistrements de plusieurs dizaines d'heures. Donc, en fait, on voit que finalement, ce monitorage, il est probablement utile. Là, ce qui nous manque encore peut-être, c'est savoir à quel moment les choses se passent. Est-ce que c'est une diminution progressive de la saturation? Est-ce que c'est des ischémies ou des bas débits progressifs qu'on a du mal à screener? Mais en moyenne, finalement, on arrive à dépister que ces patients survivent moins. Et quand on regarde, là, on avait mélangé les groupes cérébro-lésés et décédés parce qu'on n'avait pas beaucoup de patients qui avaient des lésions, donc on avait poolé les groupes. Et ce qui était plus intéressant, c'était ceux qui survivaient sans lésion. Ceux qui survivaient sans lésion avaient moins de désaturation et avaient un taux moyen de saturation cérébrale plus élevé, autour de 70%. Donc il y a probablement, pour nos patients en tout cas, ECMO de longue durée, probablement un cut-off qui va se situer autour de 60-65%. Et c'est vrai que depuis, on a un peu changé notre vision de la NIRS. Au début, quand on mettait ça, en disant aux infirmières, bah, voilà, vous avez une mesure à faire. Ça veut dire quoi? On ne sait pas, mais vous notez et puis on verra. Et puis voilà, on a plus maintenant tendance à dire, ah, si ça désature, je crois que désaturé, ce n'est pas forcément 40%. Désaturé, c'est peut-être juste, il avait 75 et là il a 65, il se passe quelque chose et probablement qu'il faut au moins réfléchir à la situation. Voilà, donc si je concluais sur la NIRS, je pense que c'est un outil qui est indispensable à la surveillance des patients sous ECMO. On n'a pas encore toutes les données pour bien comprendre ce qui se passe. Il faut être très prudent sur l'interprétation des données, chercher les facteurs confondants, en particulier la PaCO2. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir renouveler des études avec beaucoup plus de patients que simplement une trentaine. Le Doppler transcrânien, je vais essayer d'aller plus vite, si j'arrive à passer les diapos. Voilà. C'est le deuxième outil qu'on utilise assez fréquemment, en tout cas dans notre service, qui est non invasif. Et en fait, on l'utilise fréquemment parce qu'en réanimation médicale, on a de plus en plus tendance à l'utiliser dans des situations qui ne sont pas celles décrites classiquement, qui sont le trauma crânien. Et là aussi, des travaux récents qui ont été faits par l'équipe de Necker montrent que finalement, quand on interroge les réanimateurs sur leur pratique du Doppler transcrânien, on en fait beaucoup, et l'interprétation et le résultat de ce qu'on fait, c'est beaucoup plus aléatoire. Il y a quand même beaucoup moins de guidelines sur savoir comment réagir. Donc ça apporte beaucoup de paramètres, en particulier des paramètres de vitesse. Et à mon sens, le paramètre le plus important peut-être, c'est la vélocité moyenne, parce que c'est celui-là qui est le plus corrélé au débit sanguin cérébral. On a des index qui sont connus, qui sont l'index de résistance et de pulsatilité, mais là encore attention à l'interprétation, c'est des index, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs éléments qui participent à cet index, et ils sont souvent influençables par des facteurs confondants. Oula, ça va vraiment trop vite. Donc le Doppler transcrânien, il y a plusieurs types de fenêtres, mais en routine, on utilise essentiellement la fenêtre transfontanellaire. On a un accès assez facile à l'artère cérébrale moyenne. Chez le nouveau-né, c'est très très simple. On peut même avoir accès à l'ensemble du polygone de Willis. Ça peut être un peu plus compliqué chez le grand enfant, pour lequel effectivement, parfois, on peut avoir du mal. Souvent, quand on a du mal, beaucoup de mal, et qu'on ne voit pas, c'est que ça ne perfuse pas.
La difficulté chez l'enfant, c'est vrai pour d'autres choses chez l'enfant, c'est qu'il y a des normes pour tous les âges. Et que, voilà, on fait un Doppler, mais qu'il va falloir l'interpréter par rapport aux valeurs chez l'enfant. Et qu'encore une fois, les valeurs normales chez l'enfant, c'est probablement pas les valeurs des patients sous ECMO qu'on a. Donc là, on a encore une difficulté supplémentaire. Donc il faut avoir un ABAC pas trop loin pour essayer d'interpréter ça. Le Doppler, il donne aussi, en dehors des valeurs mesurées, il donne beaucoup d'informations sur le spectre. Et je pense que même quand on n'a pas trop l'habitude, il suffit d'avoir vu un certain nombre de Doppler et à l'aspect de la courbe, ça va nous donner des indications. Quand on a un Doppler normal, en général, on a une diastole qui est assez élevée et on a au final des index de pulsatilité qui sont entre 0,6 et 1,1. En fonction de l'âge, ça peut varier. Ce qui est important sur cet index de pulsatilité, c'est que finalement, par excès, souvent on dit il y a un index supérieur à 1,4, donc il a un œdème cérébral et donc il va falloir faire quelque chose pour cet œdème cérébral. Je pense que c'est un raccourci et c'est en partie faux, c'est-à-dire que l'index de pulsatilité ne reflète pas l'œdème cérébral, il reflète les résistances vasculaires. Et donc je vous ai montré tout à l'heure qu'avec une PCO2 effondrée, on peut mimer strictement un Doppler avec des diastoles nulles et on peut très vite se dire on va lui faire du mannitol en urgence ou on va faire quelque chose parce qu'il a un œdème. Non, c'est pas vrai, c'est les modifications des résistances vasculaires. L'œdème modifie les résistances vasculaires, mais c'est pas le seul élément. Donc ce spectre, on va pouvoir avoir accès à l'idée que est-ce que j'ai une hyperémie et en dehors même des chiffres, quand on a des diastoles qui augmentent beaucoup et une vélocité moyenne qui augmente par rapport à la norme, oui, on a un phénomène qui va être associé à l'hyperémie. J'ai plus de piles? Ah si. Non, on va passer. Et donc après, voilà, quand on a un peu l'habitude, on va pouvoir screener certains profils. Vous voyez que de gauche à droite, on a des profils qui sont de plus en plus anormaux, qui vont du Doppler normal à l'arrêt circulatoire. Et la cinétique, c'est qu'effectivement, dans tout ça, c'est une diminution progressive des vélocités diastoliques qui doivent nous alerter. Il ne faut pas négliger un Doppler transcrânien. S'il est anormal, il faut savoir pourquoi. Et à terme, effectivement, si on a des reverse flow, en dehors de la situation du canal artériel, le reverse flow signe qu'il y a une perfusion rétrograde. Et donc, c'est un signe extrêmement grave. Et donc, il faut absolument avoir un diagnostic sur ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui influencent le Doppler, on en a vu certains. Bien sûr, l'hyperémie, l'autorégulation cérébrale, les modifications de la PaCO2, tout ce qui est hypotension, tout ce qui est dysfonction systémique. Et puis, de la même manière, les index de pulsatilité, les index de résistance, ils peuvent être altérés dans certaines circonstances. Stroke, on verra les études publiées. Alors, données de la littérature Doppler et ECMO. Il y a certaines choses. Alors cette étude-là, c'était une étude qui était expérimentale, qui avait été publiée en 2004, qui a été faite sur des agneaux, qui était intéressante parce qu'elle montrait l'importance des modifications de perfusion et le retentissement après la mise en place d'une ECMO. Vous voyez qu'ils ont regardé des ECMO véno-artérielles et des ECMO véno-veineuses, et qu'ici, il y avait la mise en place de l'ECMO, et qu'on voit qu'il y a assez rapidement et de manière prolongée des modifications de la perfusion cérébrale, des modifications des résistances cérébrales qui sont beaucoup plus importantes chez les patients qui ont une ECMO véno-artérielle. On peut éventuellement effectivement s'en douter puisqu'il y a peut-être beaucoup plus d'impact direct sur la perfusion cérébrale de l'ECMO. Et que lorsqu'on regarde les index de pulsatilité, là aussi sont impactés par la mise en place de l'ECMO. Dans ce papier aussi de 2013, là, ils ont regardé quelle était la prédictivité du Doppler transcrânien chez les patients qui avaient une ECMO. Et ils ont montré que finalement, les patients qui avaient une hémorragie cérébrale, il y avait une traduction sur le Doppler avec au niveau des flux diastoliques et au niveau des vélocités moyennes, donc au niveau du débit sanguin cérébral, des modifications, avec une hyperémie qui était associée à l'hémorragie. Alors, est-ce que l'hyperémie, elle est secondaire? Est-ce que l'hyperémie, elle est primitive? On ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça veut dire que si on observe un phénomène hyperémique, il a potentiellement une répercussion sur le cerveau.
Alors, par rapport à l'étude qu'on avait fait sur la NIRS, on a couplé cette étude avec une évaluation des Dopplers. Alors, on avait un petit peu moins de données que précédemment, mais on avait inclus les mêmes patients et on leur avait fait des Dopplers de manière séquentielle. Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, les Dopplers transcrâniens, ils ont une modification sur la perfusion, sur le devenir des patients. Quand on regarde au niveau des artères cérébrales moyennes gauche et droite, l'index de résistance, et ben sur les 3 premiers jours, on ne voit pas de modification significative. Donc là, il y avait une dizaine de patients au total. On ne voit pas de modification significative. Donc c'est un petit peu décevant. Quand on a regardé les index de pulsatilité sur ces artères cérébrales moyennes, c'est pareil, pas de différence, si ce n'est qu'il y a des écarts types très importants. Et ça aussi, c'est la traduction clinique, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des modifications très importantes des valeurs. Encore une fois, parce que l'autorégulation cérébrale, le plus souvent, est quand même fortement altérée. Et puis, si on regarde la diastole, est-ce que la diastole est un élément plus spécifique? Il faut... Ben non, les vélocités diastoliques, au cours des premiers jours, elles varient. Alors, on n'a pas toutes les réponses, parce qu'encore une fois, les patients qui ont fait des lésions neurologiques, on ne sait pas à quel moment survient la lésion. Est-ce que c'est un phénomène chronique? Est-ce que c'est un phénomène aigu? Mais, je vais peut-être y arriver finalement à la fin. Voilà. Mais on a regardé chez les patients qui avaient fait un AVC et ceux qui n'avaient pas fait un AVC si on avait des différences dans les profils de perfusion au Doppler. Et là, c'est pareil, finalement décevant, même si on a l'impression que la moyenne chez les patients qui ont fait un AVC, elle est un peu plus basse. Il n'y a rien qui sort. Bon, probablement aussi des cohortes trop petites. Et puis, lorsqu'on regarde l'artère cérébrale droite versus l'artère cérébrale gauche, ben là, c'est pareil, pas vraiment de choses. Alors, à partir de ça, on s'est dit, oui, mais alors les accidents vasculaires cérébraux, ils ne sont pas toujours bilatéraux. Donc, si je regarde la mauvaise carotide, la mauvaise artère cérébrale moyenne, finalement, il vaut mieux que je regarde celle en rapport avec le territoire. Donc, on a regardé, par exemple, l'évolution de la vélocité moyenne sur le premier jour, sur l'artère cérébrale moyenne, pour ceux qui ont fait un accident vasculaire à gauche ou bilatéral. Eh bien, finalement, il n'y a encore une fois rien de significatif, mais avec des tout petits effectifs. Et on a peut-être qu'on voit qu'à J3, on a des modifications, mais les moyennes ne changent pas. Donc, en résumé, pour l'instant, dans les travaux qu'on a faits, on n'a pas de résultats qui nous permettent de changer nos pratiques. Je pense qu'il faut faire d'autres travaux pour essayer d'avancer là-dessus, parce que pour l'instant, c'est un outil qui semble intéressant, mais je crois qu'on n'a pas encore les données pour l'exploiter bien. Donc, en résumé, c'est un outil important. Il évalue l'autorégulation cérébrale. Il faut en faire pour se faire une idée de comment évoluent nos malades et un malade en particulier, comment il évolue au cours de l'assistance. Toujours penser aux facteurs confondants qu'il peut y avoir. Et puis, en fonction des profils qu'on va observer, essayer de se dire, est-ce que là, je suis plutôt sur une hyperémie? Alors après, la question, c'est, j'observe une hyperémie. Est-ce que je dois baisser mon assistance ou pas? Voilà, pour des patients récemment pour qui je l'ai fait, ça change pas toujours quelque chose. C'est-à-dire que le patient, il reste en hyperémie après, même si on a baissé de 50% l'assistance. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que l'assistance qui impacte sur la perfusion cérébrale. Et donc, en conclusion, si j'avais les derniers messages, c'est que oui, je pense qu'il faut faire du monitoring de plus en plus, faire du multimodal, parce qu'un outil n'est pas suffisant. J'ai envie de dire, un patient sous ECMO, c'est un patient cérébro-lésable. S'il n'est pas cérébro-lésé au départ, donc il est à risque, il faut peut-être le prendre en charge comme tel, avec les axos et avec un monitorage hémodynamique absolument efficace et régulier. Attention à l'interprétation des données, savoir ne pas conclure trop vite sur un élément pour agir et faire des études. Je vous remercie. Oui, très bien aussi, très complet. Et là aussi, ça nous oriente sur quel type de monitoring on doit avoir. Et on appuie, on insiste. On ne fera pas de l'ECMO avec des bouts de ficelle et sans monitoring. Forcément, il faut du monitoring, il faut encore plus. Et quelquefois, il y a des équipes qui pensent qu'on a tendance à trop monitorer. Je pense qu'ils font fausse route. Tous ceux qui ont parlé ils disent la même chose, donc il faut vraiment insister là-dessus. Juste une question. Quand tu dis dans les moyens que tu as essayé pour baisser l'hyperémie, est-ce que tu as joué sur ton CO2 justement
que ça soit sur le ventilateur, que ça soit sur la membrane. Est-ce que tu as essayé de trouver l'équilibre qui fasse qu'il y ait un petit peu d'hypocapnie et pour bloquer un peu l'hyperémie? Alors, ce qui est compliqué, oui, si on fait varier le balayage, on va avoir une modification de la PCO2, donc on va pouvoir éventuellement normaliser un Doppler. La question, c'est quoi le Doppler normal chez ce patient-là? Parce que peut-être qu'il a une hyperémie compensatrice, qui est peut-être pas très adaptée. Encore une fois, il faudrait qu'on ait un outil métabolique pour dire là, finalement, le couplage neurovasculaire, il n'est pas bon chez ce patient, il a de l'hyperémie qui est délétère. Ou peut-être que justement, si je modifie l'équilibre, je vais créer de l'ischémie. C'est très compliqué, en fait, de savoir on peut changer des choses, mais c'est quoi la cible thérapeutique? Vous avez des questions? Vas-y, Nicolas. Merci. Peut-être que tu l'as dit, mais j'ai pas bien vu. Sur votre étude sur la NIRS, globalement, vous avez montré que le NIRS moyen était plus bas chez les cérébrolésés et ceux qui meurent. Mais chez combien de patients est-ce que ça a permis de faire le diagnostic de complications, enfin d'AVC? Je sais pas si tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas vu. Le diagnostic pendant l'ECMO? Ouais. Alors c'est compliqué parce que en fait on n'a pas répertorié cette valeur-là. Au début c'est ce qu'on voulait faire en plus, c'est-à-dire d'avoir un listing de tous les événements qui apparaissent, toutes les désaturations et d'avoir en fait c'était extrêmement compliqué et donc on n'a pas pu faire ce travail de tous les événements désaturants. Donc je sais pas si je sais pas pouvoir dire est-ce qu'il y a un moment donné est-ce qu'on peut corréler une valeur sur un risque après. Mais non, c'est une observation après ce qui s'est passé. Maintenant, la vraie question, c'est éventuellement de réanalyser les données ou de refaire une étude pour essayer de prédire au moment où ça se passe. C'est ça. Parce que c'est là qu'on a envie de se dire, si l'accident il vient de passer. Alors, dans notre expérience, c'est vrai qu'il y a des patients qui, d'un seul coup, font une désaturation cérébrale. On en a eu quelques-uns où c'est très unilatéral, très brutal, et l'ETF, au cours de l'ECMO après, confirme ça. Mais ce n'est pas la plupart. La plupart de ceux qui ont des lésions, finalement, ils n'ont pas une ischémie brutale aiguë bien identifiée. Donc c'est probablement du bas débit, majoritairement, pré-ECMO aussi, qui a participé, avec des territoires fragilisés, et une ischémie à bas bruit en dessous, quoi. C'est vrai que des fois, comme disait M. Moria tout à l'heure, en fait, quand on pose la sonde de Doppler sur une ECMO VA avec quasiment pas de pulsatilité, on a plus d'index, quoi, en fait. Ouais. Non, il y avait un peu de tout, mais oui, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de... on n'a pas regardé ça précisément, de grouper, de faire la différence, parce que je pense que après les malades, si on fait encore arrêt que véno-veineux, ça va faire des trop petits groupes, et je pense qu'il faut qu'on refasse une étude. Mais oui, on voit qu'il y a beaucoup plus d'impact en véno-artériel sur le profil des perfusions cérébrales, et parfois on mesure des index qui sont à 4, 5, qui ne veulent plus rien dire, parce qu'on a à peine le flux de pulsatilité pour dire quelque chose. Ça, c'est des études à faire en post-op de chirurgie cardiaque où on peut avoir cette phase de cœur arrêté ou si on a assisté post-arrêt cardiaque, c'est ce que tu vas dire tout à l'heure, ou sur des myocardiopathies. Ça reste à faire, ce travail-là. Juste avant qu'on présente la suite, je voulais vous rappeler quelque chose. Il y a les feuilles d'émargement à signer quand vous allez partir. Comme tout le monde va partir en même temps, tu les as, donc faites-les circuler, c'est peut-être le mieux et c'est ce que tu vas faire. D'accord? Juste une petite dernière question par rapport au Doppler transcrânien. Vous mettez J0, J1, J2 plusieurs fois par jour, une fois par jour, vous le faisiez? C'est moyenné? Non, on le faisait. Alors, on le faisait une fois par jour, mais là aussi, c'est que c'était pas à un moment précis de la journée. C'était quand on pouvait le faire. Donc effectivement, le systématique, il est moins pertinent que si on fait un Doppler au moment où il se passe quelque chose. Donc effectivement, on tombe sur des moyennes de valeurs qui font que c'est pour ça qu'on n'a rien qui est très significatif pour l'instant. Et les complications neurologiques à J3, elles étaient présentes? Quand vous mettez qu'il y a juste au niveau de la vitesse moyenne, on peut se demander s'il n'y a pas une corrélation. Oui, ça c'est les complications neurologiques, c'était à la sortie d'ECMO. On avait fait le diagnostic après, rétrospectivement, sur ceux qui ont eu des lésions à l'IRM ou pas. Donc c'était pas au moment où on faisait le monitoring. Merci. Et pour finir, Lionel Berthemieux pour l'ECMO dans l'arrêt cardiaque de l'enfant.